bonjour et bienvenue sur LAS TV. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans un entretien spécial un ancien Premier ministre et néanmoins candidat à l'élection présidentielle de 2024, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour Amadou et bonjour à nos concitoyens. J'ai aussi la lourde responsabilité de co-animer cette interview aujourd'hui avec mon boss, le directeur de l'AS, Amadouba. Amadouba, bonjour. Et nous allons démarrer donc cet entretien avec le Premier ministre, disons le prochain président. Monsieur le Président, alors qu'est-ce qui explique, depuis quand l'idée de devenir président a commencé à vous tarauder l'esprit? Merci Amadou, je vais être très modeste par rapport à cette question. Vous savez, notre ambition a toujours été de servir. Et j'ai eu l'occasion de servir mon pays depuis que j'ai terminé mes études à 23 ans comme ingénieur. J'ai eu à occuper différentes fonctions dans le secteur privé, dans la fonction publique internationale, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO au siège, l'ONUDI, les Nations Unies donc, et le gouvernement du Sénégal. Vous savez, c'est, comme on dit, la réalité qui gouverne les comportements. Et c'est en forgeant aussi qu'on devient forgeron. Et j'ai été Premier ministre de la République du Sénégal pendant 5 ans. Et je pense avoir donné le maximum que je pouvais sous l'autorité du président de la République, président Macky Sall. Et aujourd'hui, le contexte m'a amené à engager une réflexion de fond. Et c'est cette réflexion de fond qui, à la fin, m'a amené à présenter ma candidature à ce grand rendez-vous avec le peuple sénégalais du 25 février 2024. Monsieur le Premier ministre, beaucoup disent que vous n'aviez pas d'ambition, vous n'étiez pas prêt à vous présenter. C'est justement le président Macky Sall lui-même qui vous a demandé de mettre votre nom sur la liste des candidats. Est-ce vrai? Le président de la République, une fois qu'il avait exprimé au peuple sénégalais son souhait de prendre congé, en tout cas de la présidence de la République, c'était au mois de juillet, je pense, il a, au niveau de la coalition présidentielle, identifié quelques personnalités, et j'en faisais partie, qui devaient participer à des entretiens. Et c'est à la suite de ces entretiens qu'on devait effectivement sélectionner le candidat de la majorité sortante. Et j'ai été choisi parmi les personnalités qui devaient justement être sélectionnées à cette fin. Mais, comme je le dis, on n'a pas besoin de permission pour être quand même candidat à la présidence de la République. C'est une affaire personnelle entre quelqu'un et son peuple. Et c'est au nom de cette responsabilité individuelle que j'ai finalement pris la décision de me présenter au suffrage des Sénégalais. Et ce n'est pas la première fois. J'ai eu à conduire des listes, en tout cas nationales. Je pense que, et j'ai eu également à conduire pendant plusieurs années le gouvernement de la République. Et c'est au nom de cette expérience, au nom également de l'ambition et de la grande considération que nous avons pour le peuple sénégalais, que finalement je me présente. J'aurais pu prendre des fonctions, de nouvelles fonctions, comme d'autres en ont décidé, je les respecte. Mais j'ai préféré l'intérêt général, j'ai préféré faire le choix du peuple. Donc vous ne faites pas partie de ceux-là qui se sont présentés uniquement parce qu'on ne les a pas choisis? Ça ne me ressemble même pas. Vous savez, l'ambition c'est une bonne chose, mais ce qui est important, ce n'est pas l'ambition. Ce qui est important, c'est la volonté qu'on a de servir. Et j'ai cette volonté. J'ai également, compte tenu du contexte actuel, qui est un contexte très chrysogène au niveau de la sous-région,
qui est également un contexte très menaçant, en tout cas au plan international, j'ai, je pense, l'expérience pour pouvoir conduire les destinées de notre peuple. Monsieur le Premier ministre, bon, on va pas trop mettre le curseur sur cet aspect-là, mais juste peut-être les deux dernières questions. Il y a eu beaucoup de défections après l'annonce du choix de la mouvance présidentielle. Mais la vôtre a surpris beaucoup de monde, eu égard à votre relation très étroite avec le président de la République. Mais pourquoi surprendre? Le président, c'est le président. Moi, je m'appelle Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le président a décidé de ne pas être candidat. Il n'est plus candidat. Voilà, on lui a donné un mandat pour faire un choix. Il a exercé ce mandat, il a fait un choix. Est-ce que tout le monde doit être d'accord avec le choix? Peut-être que si, peut-être que non. Moi, je ne suis pas d'accord avec le choix. Mais il y a une certaine rumeur qui dit qu'à 30 minutes, ou à 1 heure de temps de la décision de désigner Amadou Ba, il vous avait donné des assurances que c'est vous. Non, 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 jamais. Non, attendez, le peuple sénégalais est souverain. C'est lui qui choisit le président de la République lors d'une élection. Je ne pense pas qu'une personnalité de ce niveau-là va engager des discussions de cette nature. Moi non plus, je ne me vois pas en train de faire des deals. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On ne m'a pas dit que j'allais être le futur... vous savez, comme le disait le président Abdoulaye Wade, le destin d'un dauphin, c'est d'échouer à la plage. Je m'en tiens là. Vous auriez bien voulu être ce dauphin-là? Non, pas forcément. Qui vous le dit? On m'a sélectionné. Si j'avais fini ma réflexion à ce temps-là, ben, je me serais adressé au peuple sénégalais. Regardez des cas, il y en a beaucoup dans le monde. Dans le monde, il y a eu quand même des pays qu'on connaît où le président de la République est sorti pas de primaire. Quand sa majorité a organisé des primaires, le président a dit: moi je me détermine, le futur président, je me détermine, j'ai un message pour mon peuple, j'ai une aspiration profonde que je souhaite partager avec mon peuple, j'ai un rêve que je souhaite partager avec mon peuple. Et ces personnalités se sont engagées et ont raflé l'élection. Donc, vous savez, c'est une affaire personnelle, la présidence de la République. Ce n'est pas quelque chose qu'on négocie. C'est le seul poste auquel on accède, pas par décret, au sein de l'État. C'est impossible d'être président par décret. Dans le cadre de la coalition Boun Abdallah Dionne 2024, il se dit que vous êtes en pourparlers avec beaucoup d'autres frustrés de l'APR. On cite l'ancien ministre des Finances, le président des 16, qui s'était déjà rebellé contre la décision. Abdoulaye Daouda Diallo ou Aly Ngouille Ndiaye, avec lesquels vous vous êtes peut-être entretenu. Ce ne serait peut-être pas surprenant, entre autres. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tous ces gens-là se retrouvent autour de vous? Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Il n'existe pas de frustré. Moi, je ne suis pas un frustré. Aly Ngouille Ndiaye n'est pas un frustré. Moïse Diaw n'est pas un frustré. Encore moins Abdoulaye Daouda. Nous sommes tous des amis, y compris avec le Premier ministre actuel. Mais on a partagé les mêmes gouvernements. Mais il y a des problèmes de vision, des problèmes de fond sur la conduite des affaires publiques. Et c'est ces problèmes de fond qui déterminent les uns et les autres. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris la décision d'y aller. D'autres ont pris également la décision d'y aller. Maintenant, à la fin de la journée, comment les choses vont se déterminer, c'est la réalité qui va la déterminer. Pour l'instant, nous sommes tous engagés autour du parrainage. Et moi, ce que je souhaite à tous mes amis, c'est qu'ils passent l'étape du parrainage. Et là-dessus, j'ai été également très clair pour dire que nous n'accepterons pas Kumba Amdei à Kumba Amoundei. Ça veut dire que, en tout cas, nous exigeons la transparence dans ce processus. Et à la fin de la journée, si nous avons
nous sommes tous candidats, qualifiés pour être candidats. Nous pouvons très bien engager des négociations. Il y a des partis qui ont 5 candidats, qui présentent 5 candidats à la candidature. Mais combien de candidats ils auront à la fin? Eux seuls savent. Eh bien, laissez-nous également le temps de la réflexion. Le directeur de campagne du candidat Macky Sall en 2019, vous savez que pour gagner une élection, il faut un appareil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez détenir un appareil qui vous permettra d'abord de collecter suffisamment de parrains pour espérer passer justement ce cap-là? Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut un appareil, mais la santé de l'appareil compte. Si vous avez un appareil qui est malade, vous ne pouvez pas gagner. Voilà. Moi, bien sûr, pareil. Il y a quelques jours, un chef de parti qui est avec, dans la coalition John 2024, Dekal Diam, pour un Sénégal juste, c'est le nom de ma coalition, quelqu'un qui est chef de parti, qui occupait des hautes fonctions dans l'administration sénégalaise, a été démis pour des raisons politiques que tout le monde sait. Donc, pour dire que l'appareil existe, il y a des sous-coalitions, y compris de Benno Bokk Yakaar, qui sont avec moi. Il y a des partis politiques qui sont avec moi. Il y a des mouvements nationaux qui sont avec moi. Il y a des identités remarquables qui sont avec moi. Des anciens ministres, beaucoup, des anciens députés, des maires, des anciens maires. Et c'est tout cet ensemble qui forme cette coalition. Et cette coalition, demain, elle peut, dans le cadre d'une intercoalition également, coopérer et travailler, voire fusionner avec des projets qui sont portés par justement les amis dont vous parliez tout à l'heure. Maintenant, vous l'avez dit, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Mais au-delà de ces aspects politiques-là, pourquoi vous n'avez pas soutenu le choix de la mouvance présidentielle? Est-ce que c'est une différence de point de vue idéologique et tout ça? Différence d'école, de pensée, différence de comportement par rapport à la chose publique. Beaucoup de différences. Et j'en veux pour preuve. Je l'ai répété et je l'ai dit partout. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle de gouvernement de combat, j'avais dit d'ailleurs contre qui et pourquoi, l'heure était aux urgences nationales, les priorités nationales, les grandes espérances actuelles de notre nation. Et c'est au nom de ces grandes espérances que je me suis engagé, si demain, en tout cas le 25 février 2024, j'accède à la magistrature suprême de notre pays. Je mettrai en place en urgence un gouvernement d'urgence nationale. Ces urgences, c'est d'abord l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, aujourd'hui, importe et urge. Pourquoi? On doit pouvoir naître au Sénégal, être sénégalais, naître au Sénégal, grandir au Sénégal, avoir un métier au Sénégal, ce qui va nous ouvrir un accès au monde du travail et vivre dignement dans le pays où on est né. Et ne pas avoir que, comme unique porte de sortie, les bateaux de la mort ou les montagnes du Honduras pour aller aux États-Unis à partir du Nicaragua. Ça, c'est des urgences nationales. C'est des questions importantes. Pourtant, c'était au cœur du plan Sénégal émergent. Non, vous savez, non, je vais revenir sur ça. Je disais que la première urgence nationale, c'est l'emploi des jeunes. Et cet emploi des jeunes, on l'aura parce que les jeunes auront du métier. C'est pourquoi un des objectifs fondamentaux du programme que je présenterai aux Sénégalais, parce que jusqu'à présent, c'est une profession de foi, c'est des idées. Mais nous sommes, avec l'équipe qui m'entoure, en train de finaliser le programme, de le quantifier également, combien ça va coûter. Les Sénégalais aujourd'hui, les métiers, les Sénégalais travaillent sur quoi? Qu'est-ce qui fait l'emploi dans ce pays? L'agriculture, la pêche, l'élevage, le commerce et l'artisanat. Un Sénégalais, day bay, wala day napp, wala mi ngi ci élevage bi,
wala mi ngi ci commerce bi wala artisanat loolu le Sénégalais yi majoritairement di liggéey et pour cela il y a des métiers pour passer de l'informel également à vraiment des politiques structurelles. Et c'est pourquoi je dis que le Sénégal doit passer sur, en tout cas en termes de programmatique, le Sénégal doit passer, notre pays doit passer d'un Sénégal de projets à un Sénégal des réformes. Jusqu'à présent, et c'est l'autre école, c'est la coopération internationale, c'est les projets, l'assainissement, les 10 villes de la BOAD, chaque premier ministre qui passe va à Saint-Louis en parler ou à Dagana. C'est les petits projets. Certes, les petits matins font le grand soir, comme disait Mao, quand on était jeune, mais on doit dépasser ce Sénégal des projets et de la coopération internationale. Le plan Sénégal émergent, originel, c'était des projets phares et des réformes phares. En tout cas, la phase de démarrage que j'ai eu à piloter, de 2014 à 2019, le premier PAP, l'accent était mis sur le rattrapage infrastructurel, c'est-à-dire les projets. Et ces projets, aujourd'hui, se sont déroulés, en tout cas avec grande satisfaction. Le gouvernement que je pilotais, sous l'autorité du chef de l'État, a mis en place le TR. Notre population double tous les 25 ans. On ne va pas attendre d'être 100 millions et ne pouvoir plus se déplacer, en tout cas dans la presqu'île du Cap-Vert, qui concentre une bonne partie de la population du pays. Il a fallu mettre en place des moyens de transport de masse. Le BRT, tout ça, c'est des projets qui ont été menés comme projet du plan Sénégal émergent. Même certains sont venus être ajoutés, en tout cas à la première sélection de grands projets. Et c'était ça que j'ai eu principalement à piloter jusqu'en 2019, le rattrapage infrastructurel. On sort de là, les zones économiques spéciales, Diamniadio, ainsi de suite, les infrastructures et les outils d'aide à la production. Parce que c'est les infras qui font baisser le coût des transactions, qui donnent la compétitivité d'un pays. Mais une fois que ça c'était fait, phase 2, l'enjeu c'était l'homme et tout l'homme. Et ça, c'est les métiers. C'était les centres de formation professionnelle qu'on devait construire. Et vous pensez que le gouvernement a péché? J'ai écrit le programme. Ça s'appelle Ligueyal Ëllëg. Moi, j'étais plus directeur du pôle programme. Et je l'ai écrit avec le candidat. Et ce programme-là, si on le mettait en œuvre, aujourd'hui, on ne parlerait plus de métier parce que dans chaque département du pays, il y aurait eu une maison des jeunes et de la citoyenneté. C'est dans le programme. Le programme n'a pas été mis en œuvre. Moi, je ne coordonnais plus le gouvernement. Voilà. Et je l'ai quitté depuis 3 ans. Il y a des facteurs exogènes aussi, comme la Covid-19. Monsieur le Premier ministre, vous avez été Premier ministre pendant 5 ans. Vous étiez au cœur donc de l'appareil. Aujourd'hui, quoi de neuf? Pourquoi vous n'avez pas mis en application ce que vous êtes en train de nous dire à l'époque? Et qu'est-ce qu'il y a? Quoi de nouveau? C'est le job que j'avais à faire. Le rattrapage... Parce que ça va être difficile, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, excusez-moi, si vous me permettez, ça va être difficile de vous départir du plan. Mais attendez, le plan Sénégal émergent, c'est une philosophie d'action. C'est une vision, c'est pas autre chose. C'est une vision, c'est des principes de base. Et ces principes ont été déclinés. C'est la transformation structurelle de l'économie, ça, tout le monde est d'accord pour y aller. Et on a dit, on veut cette fois une croissance inclusive et solidaire. Et ça, c'est le deuxième pilier. Et ça, c'est justement l'homme et tout l'homme. Et troisièmement, on a dit dans un état de droit. Donc cette philosophie, ce trépied, c'est le trépied de base pour développer le pays. C'est ce que nous, on a pensé et c'est ce que nous, on a cru. Et on le croit. Mais est-ce que ça a été fait dans la réalité? Transformation structurelle, je pense que moi, c'est mes 5 ans, j'ai mis l'accent sur ça parce qu'il faut d'abord créer les bases à long terme du développement avant de parler
comme je disais, j'avais l'habitude de dire à l'Assemblée, avant de distribuer la richesse, il faut d'abord la créer. Donc, il fallait créer les bases avant de parler du social. Mais l'impact social des politiques publiques, ça reste. L'impact économique des politiques publiques sur le secteur privé national a amélioré. Est-ce que le secteur privé national, gis na bopam? Ils se définissent comme des sous-traitants. Voilà, donc il faut il y a des axes de progrès. Et ces axes de progrès, moi depuis 3 ans, je suis au balcon. Je ne suis pas dans le gouvernement. J'ai pu regarder en bas ce qu'il faut améliorer. C'est au nom de ça que je dis, pas de continuité, qui amène à figer les choses, qui amène à l'immobilisme. J'ai dit il faut une progression qualitative et quantitative sur les politiques publiques. Vous incarnez plus la continuité que l'actuel Premier ministre. Non, moi je ne suis pas pour la continuité. Mais vous l'incarnez plus. Moi je veux des réformes. Je dis, il faut qu'on passe d'un Sénégal de projets, le Sénégal des projets, il faut qu'on le quitte pour aller vers le Sénégal des réformes. Les réformes, c'est du qualitatif. Les projets, c'est du quantitatif. C'est le hardware. Il faut qu'on fasse davantage de software. Et je suis très clair dessus. Et c'est au nom de ça que je dis qu'il faut un renouvellement. Dans le sens du renouveau des politiques publiques. Il faut que les politiques publiques s'occupent davantage de réformes que de hardware. Faire de l'assainissement, faire ici une route, c'est bien. Donner des bourses de sécurité familiale, c'est bien. Donner du travail, c'est encore mieux. Maintenant, cette élection de 2024 va se passer dans un contexte peut-être nouveau sur le plan économique au Sénégal. Par exemple, avec les premières productions pétro-gazières. Si vous devenez président, peut-être les premières productions vont suivre après. Il y a le contexte aussi de la transition numérique. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous êtes un ingénieur informatique. Maintenant, est-ce que vous avez une vision claire par rapport à tous ces changements de paradigme? J'ai fait un livre dessus. Le Sénégal pétrolier et gazier, oui. Mais combien on gagne dedans? C'est à hauteur de notre participation. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a de la mauvaise dette, c'est celle qu'on consomme. Mais il existe à côté de cette mauvaise dette, il existe de la bonne dette, c'est celle que l'on investit. Si je suis élu président de la République, et je l'ai déjà dit, et ce sera écrit noir sur blanc dans mon programme, pas de manière brusque et désordonnée, non. Mais je négocierai avec les consortia d'exploitation qui existent dans tout le secteur des ressources, de gestion des ressources naturelles, les mines, ce qu'on a dans l'or sénégalais, qui existe depuis des milliards d'années de chez nous, on doit monter en puissance dans ça. Ce qu'on a aujourd'hui, entre 15 et 18%, dans le capital des consortia d'exploitation du pétrole et du gaz, nous devons monter en puissance dedans. Et nous devons discuter avec les partenaires qui sont les sociétés qui sont dedans. Et aller lever des ressources massivement et positionner le Sénégal comme des partenaires également financiers et d'importance dans ces consortia d'exploitation. Et c'est comme ça que nous serons demain comme un pays comme la Norvège, qui est propriétaire de 60% de son gaz qui existe en mer du Nord et de son pétrole. Et c'est au nom de cela qu'ils ont défini une politique de répartition du revenu national qui, justement, je le disais, les urgences nationales, qui a réglé définitivement le problème de la fracture sociétale dans ce type de pays. Je disais que j'ai identifié au moins 3 priorités aujourd'hui qu'il faut vraiment pousser. C'était l'emploi des jeunes. Deuxièmement, la fracture sociétale qui va au-delà de la fracture sociale. En Afrique, nous nous posons une question, on est à un carrefour, et je l'ai également traité cette question dans mon livre, qui est Le lion, le papillon et l'abeille. Comment faire pour éliminer
la disparité de revenus au sein de nos sociétés. Est-ce qu'on veut être des pays à l'Amérique latine, comme l'Amérique latine, des pays riches peuplés de pauvres, ou est-ce qu'on veut avoir une vraie classe moyenne d'importance et qui grandit ensemble? Vous allez, aujourd'hui, le champion du monde en termes de disparité de revenus, le champion du monde, toutes catégories confondues, c'est l'Afrique du Sud. C'est le pays où les disparités en termes de revenus sont les plus importantes dans le monde. Les économistes l'appellent l'indice de Gini. En Afrique du Sud, il y a ce que j'appelle les papillons monarques. Des gros papillons qui mangent toute la nourriture pour dédier à tous les papillons. Et les autres vivent dans la précarité. Nous devons nous poser la question. Quel développement nous voulons? Inclusif, solidaire. C'est ça la voie, en tout cas, portée par John 2024. Et avec une population à presque 60% de jeunes. Mais, vous savez, je l'ai déjà dit, sur un aspect. On me dit c'est des emplois temporaires, je dis quitte. Aujourd'hui, le monde est devenu global. Tout le monde connaît déjà, rien que sur un secteur, l'exigence que nous avons pour nous nourrir nous-mêmes. On a vu, vous avez parlé Covid, vous avez parlé, vous ne l'avez pas dit, mais sous-entendu, la crise russo-ukrainienne, ça a remis à l'ordre du jour l'exigence de la souveraineté alimentaire. Mais cette souveraineté alimentaire, on ne va pas l'avoir avec 100 milliards sur un budget de 7 000 milliards. J'ai vu cette année tout le monde content, très content, en disant on va mettre 100 milliards de budget dans le secteur agricole. Mais le secteur agricole, c'est tous les Sénégalais déjà. Et si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est 500 milliards, c'est 1000 milliards qu'il nous faut par an. Ce n'est pas 100 milliards. Donc, mettons les priorités là où elles doivent être, le curseur là où ça doit être. Diminuons le train de vie de l'État, diminuons beaucoup de choses. Mettons l'argent là où ça doit aller. Et c'est comme ça qu'on aura le Sénégal inclusif et solidaire. Le Sénégal des réformes à la place du Sénégal des projets. Oui, même dans cette histoire, Monsieur le Premier ministre, vous parliez tantôt de l'agriculture. On sait que l'État a mis, disons, 100 milliards. Mais vous savez que concrètement, on a tenté un peu la mécanisation de l'agriculture. Mais ça, le paysan, le pauvre paysan, il ne peut pas accéder à ce matériel-là. C'est souvent des entrepreneurs qui les rachètent, qui les revendent ensuite sur le marché. Donc, c'est à la limite enrichir des entrepreneurs. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez des propositions à ce niveau-là? Quand même, des réformes pour que ça accède, que ça aille directement aux populations. Obligatoire. Moi, Premier ministre, j'avais poussé une réforme qui était la création des chambres d'agriculture. Elle n'a jamais eu lieu. Parce que, justement, il y a toujours des bagarres pour le contrôle de la rente nationale. Il nous faut des chambres d'agriculture, comme au Maroc, comme dans tous les pays, en tout cas qui sont sur la voie de la sécurité alimentaire. Et c'est ces chambres d'agriculture qui doivent, demain, au nom, parce que c'est des établissements publics professionnels, au nom de la profession, gérer la gestion des intrants agricoles et du matériel. L'État, si vous donnez aux politiques la gestion des intrants, vous créez forcément des distorsions. Si vous donnez aux politiques la gestion du matériel agricole, vous créez des distorsions. Donnons ça aux chambres d'agriculture que je créerai de manière effective. C'est tout ça qui me fait encore dire, nous avons besoin de ce Sénégal des réformes. Et aujourd'hui, toute la difficulté que j'ai moi, personnellement, avec les tenants de l'autre école de pensée, qui veulent de la continuité, c'est qu'il faut casser ce Sénégal des projets. Les projets Sénégal-Indien qui amènent ici des tracteurs, qu'on continue à donner aux mêmes, et qu'on retrouve après en Mauritanie, c'est ça qu'il faut arrêter. Mais maintenant, à vous entendre parler,
on a l'impression que vous voulez remettre en question nos modes de coopération avec les institutions de Bretton Woods et les autres coopérations. Au-delà, ce qui est le plus étonnant, c'est que vous y étiez. Pendant que vous étiez là-bas, on ne vous a pas entendu parler de ça. Qu'est-ce qui a changé? Moi, à l'Assemblée nationale, j'allais aux questions d'actualité. C'était à l'ONUDI, je pense. Mais bien sûr, mais même ici, en tant que Premier ministre, j'allais mensuellement aux questions d'actualité. Et j'ai exposé cette vision qui était les chambres d'agriculture. On a eu des réformes, on a travaillé avec la profession pour justement avoir même les textes qui existent. Vous allez au ministère du Commerce, il y a le texte de la réforme. Pour qu'on ait, à côté des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, agriculture au sens large. Et c'est eux qui doivent prendre en charge, en tant qu'établissement public à caractère professionnel, qui doivent prendre en charge l'avenir, la question de l'avenir de ces professions. Le statut du travailleur agricole n'a jamais existé au Sénégal, sauf du temps de Mamadou Dia, où il y a un SMIC agricole qui existe. Est-ce qu'on l'applique? Parce que les gens, il n'y a pas de travailleurs agricoles qui portent le statut. Si on veut demain moderniser notre tissu agricole, avoir demain des jeunes qui travaillent et qui demain auront droit à une retraite et qui ont une protection sociale, parce que ces jeunes peuvent vivre dignement dans leur pays du secteur agricole, mais il va falloir qu'on mette en œuvre ce statut du travailleur agricole. C'est pourquoi c'est des réformes qu'il faut. Je ne remets pas en cause la coopération. Allons-y à la coopération avec les intérêts du Sénégal en bandoulière, mais pas les intérêts de ceux qui en profitent. Si vous mettez des interfaces pour gérer tout ça, si le pays d'en face aussi met ses interfaces, on ne va pas aller loin. Il faut qu'on ait une coopération, un Sénégal des projets, mais qui s'insère dans le cadre d'un Sénégal des réformes et non l'inverse. Et maintenant, vous allez parler aussi avec une génération qui a montré ces dernières années toute son aversion vis-à-vis des pays occidentaux qui demandent beaucoup plus de souveraineté, beaucoup plus de panafricanisme. Quelle est votre position par rapport à ça? Moi, je pense que cette génération, elle parle au Sénégal. Elle ne parle pas à l'étranger. Elle parle au Sénégal. Et c'est au nom de ça que je dis qu'il faut réconcilier la République avec sa jeunesse. Quand je dis Dekal Diam, c'est la paix. Mais pour avoir la paix, il faut un Sénégal juste. Et c'est tout un ensemble que je souhaite bâtir à partir avec des réformes claires qui vont permettre à justement cette jeunesse de sentir qu'elle est partie prenante du développement qui est en train d'être mis en place et qui va bénéficier justement à cette jeunesse. Il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Pareil, avec ce que j'appelle les corps sociaux intermédiaires. Il faut les réconcilier avec la République. Il faut que les syndicats sentent leur place dans la République. Moi, je leur ai ouvert les portes de la République par la négociation quand j'étais Premier ministre. Combien de conflits sociaux ont été réglés ici, dans le calme, au nom des intérêts supérieurs de notre pays? Pareil, le secteur privé national doit sentir toute sa place aujourd'hui, au-delà même du contenu local. Mais ils doivent être partie prenante de tous les projets, dans beaucoup de pays. Même on ne dit pas 51%, mais on dit un investisseur étranger, il a l'obligation de donner 49%, une minorité importante, au secteur privé national, pour certains projets qui sont sélectionnés dans des secteurs clés, qui sont des secteurs à impact durable pour l'économie nationale. Donc, voilà les réformes que je porte, et dans tous les secteurs. Vous avez parlé d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal de justice. Quel sentiment avez-vous éprouvé pendant les dernières émeutes qui ont émaillé le pays? Je ne parle pas d'un Sénégal de justice. Je parle d'un Sénégal juste. Il y a une nuance. Le Sénégal juste, c'est le Sénégal où la fracture sociétale diminue. Pas un Sénégal capté, dont la richesse est captée par quelques milliardaires, privés et publics.
non à ce Sénégal-là. Et la majorité est dans la dizaine. Je ne veux pas de ça. Si on continue, on va aller vers ça. Il faut, parce que c'est bien qu'on ait des amortisseurs sociaux, mais il y a mieux. Il faut qu'on ait une véritable base productive et bien réformée qui va créer de l'emploi à suffisance pour notre jeunesse. Et c'est ce Sénégal, au nom de ce Sénégal, qui va permettre à tous les fils et toutes les filles du pays de grandir dignement dans le pays. C'est ce Sénégal que j'appelle le Sénégal juste. Ça n'a rien à voir avec la justice. Maintenant, les émeutes, on les a tous vécues de manière difficile. Difficile dans ce pays. Et on prie pour que, et on travaille aussi, et en tout cas, moi, en ce qui me concerne, demain, je travaillerai pour justement que ce genre de situation ne puisse même pas arriver. Mais ça demande des efforts de tout le monde. Ça, c'est le dialogue. Et je salue également ce qui a été fait dans le cadre du dialogue national. C'est bien. Mais il faut en faire une pérennité. Il faut que, Senghor l'avait dit, le Sénégal, pays de dialogue, il faut que ce dialogue soit continu. Et c'est d'abord, avant tout, un dialogue des cœurs et des esprits. Mais la justice aussi a été très décriée ces dernières années. Quelle est votre position? Est-ce que vous avez une vision pour réformer la justice? Voilà. Moi, je l'ai dit déjà. La première réforme, d'abord, c'est les procédures. Comment quelqu'un peut être en prison 5 ans, 6 ans, 7 ans sans être jugé? Il y en a ici à Rebeuss. Des mandats de dépôt à n'en plus finir. Non, ça doit être l'exception. Je l'ai dit, la prison, l'homme, sa place n'est pas en prison. Voilà, parce que nous sommes les seuls êtres d'ailleurs dotés d'intelligence critique et du libre choix. En tout cas, les religions révélées constatent, en tout cas nous disent, que le libre choix c'est pour nous. Même les anges ne l'ont pas. Ils exécutent, point. Donc, au nom de ce libre choix, nous devons vivre en liberté. Et je l'ai dit aussi, il y a des réformes en cours. Le bracelet électronique, ça va dans ce sens. Que les mandats dont vous parliez justement soient l'exception. Mais il faut une justice juste. En toute chose, il faut de l'équilibre. De la politisation peut-être de la justice, c'est ce qui explique peut-être quelque part certains aspects. Mais jusque-là, je respecte la justice, je respecte l'État. Je suis un fils de l'État, fils de fonctionnaire. Je les respecte et je respecte la fonction publique de mon pays, je respecte les institutions de mon pays. La justice sénégalaise travaille, je pense bien, avec des moyens qu'il faut renforcer, avec également des mécanismes de dialogue qu'il faut davantage également mettre en place et également qu'elles se prennent davantage en main. Et cela, c'est possible. Vous êtes candidat donc à la présidentielle. Vous vous classez aujourd'hui dans la mouvance présidentielle ou vous faites des clins d'œil à l'opposition? On n'a parlé que de la mouvance présidentielle. Vous êtes candidat, vous voulez être président du Sénégal. Donc, est-ce que vous avez noué des contacts avec ceux de l'autre côté? Je parle au peuple sénégalais. Je parle au peuple sénégalais qui comprend qu'il nous faut régler quelques grandes urgences nationales. Est-ce qu'aujourd'hui notre peuple est content quand on se réveille le matin, en écoutant les télés et en lisant la presse, qu'on voit une dame qui accouche en mer un nouveau-né et que ce nouveau-né arrive sans vie, qu'elle soit obligée de jeter ce nouveau-né dans la mer? Est-ce que nous sommes fiers de ça? Non. Moi, je ne suis pas fier de ça. Et d'ailleurs, on n'entend aucun gouvernement en parler. Il est temps de prendre en charge les urgences nationales. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes contents quand l'impact, justement, de ceux qui créent la richesse, quand il n'y a pas suffisamment d'impact des politiques publiques pour notre secteur privé, qui crée la richesse? Il nous faut faire bouger les lignes pour que
les Sénégalais soient les propriétaires de leur appareil de production. Et ça se fait par le dialogue économique, par également, en faisant bouger les lignes, par également la confiance dans notre système. Et c'est toutes ces réformes que je vois, moi, comme urgence obligatoire, sur lesquelles il faut s'atteler. Notre agriculture, il faut la question foncière, qui est une question très chrysogène, qu'il faut régler. Au-delà de ça, on a dénoncé tout à l'heure tous les intermédiaires qu'il y a, les courtiers de la rente agricole. Il faut arrêter ça en mettant en place les instruments et les instruments qui passeront par la création de chambres d'agriculture nationale et régionale et également le statut du travailleur agricole. Il faut qu'on structure davantage. Sortons des projets, allons vers les grandes réformes. Et ça, ce sera le programme de John 2024 d'Ekal Diam pour un Sénégal juste. Et maintenant, ça va être presque un crime de lèse-majesté d'inviter un ancien Premier ministre et non moins ingénieur en informatique, sans parler de vous. Jusqu'à présent, parmi les réformes et votre vision, vous ne parlez pas de la transition numérique. Justement, c'est que j'ai commencé par l'agriculture au sens large. Mais il y a les métiers du futur. Et j'en ai parlé. Les métiers du futur, je prends un seul exemple, les industries du futur. Parce que l'industrialisation, c'est obligatoire, comme on dit, from farm to fork, depuis la ferme jusqu'à la fourchette. Il faut que le Sénégal soit présent depuis la ferme, le produit brut agricole, jusqu'à la fourchette, que ça soit produit chez nous. Et pour ça, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est bien. Ce sera une super priorité. Mais au-delà, il y a les industries du futur. Et je l'ai expliqué. Un grand challenge qui arrive, la voiture électrique. Bientôt, déjà, si vous allez aux États-Unis, en Europe, le parc est en train d'être modifié, automobile, partout. Devant chaque maison, il y a une prise. Sur les rues, il y a des prises, des bornes pour se recharger. Et je ne parle pas du Sénégal, je parle de l'Afrique. Pour faire aujourd'hui ces voitures électriques, il y a un élément clé, c'est la batterie. Parce que le courant, ça se stocke dans la batterie. Et ces batteries, pour les faire, il faut du cobalt ou du lithium. Les grandes mines de cobalt et de lithium sont en Afrique. Aujourd'hui, un pays comme la Chine vient acheter ces ressources, l'amène en Chine, fabrique les batteries, et c'est ces batteries qui alimentent les voitures européennes que nous allons importer encore. Mais pourquoi ne pas avoir des industries, même dans un cadre sous-régional, qui feront les batteries? Donc, il y a N secteurs comme ça. Nous, on ne fera rien. En tout cas, si on continue, très peu de gens même connaissent ce genre de problématique. Et on va rester jusqu'à un jour, 2035 déjà, en Europe, il n'y a plus de voitures telles qu'elles existent aujourd'hui. Elles vont être toutes des voitures électriques. On va attendre 2035 avec nos stations ici, telles qu'elles existent, qui ne serviront plus à rien. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus de voitures diesel. Après, c'est les voitures électriques qui vont s'imposer. Et ce jour-là, catastrophe, on n'aura même pas de borne pour brancher. On va plus se déplacer. Pour aller à Gossas, j'espère que le train sera rénové en ce temps-là pour que quand même on puisse aller prier sur les tombes de nos grands-parents. Voilà les grands problèmes qu'il y a, qui se posent à l'Afrique. Pareil, nous avons ici toutes les matières premières pour fabriquer des puces. Est-ce qu'on a des usines qui fabriquent des puces? Non. Vous allez aux Philippines, en Inde, en Chine, tous les dragons asiatiques, tous fabriquent les puces
même les boutons, je l'ai dit combien de fois. Vous avez une ville qu'on appelle maintenant Batan City, en Inde. Batan City produit 90% des boutons dans le monde. Vous portez une chemise, il y a combien de boutons dessus? Donc il faut qu'on regarde nos modes de consommation. Le monde se virtualise de plus en plus. Et c'est là où le digital prend toute son importance. Nous avons toutes les compétences. Mettons en place ce qu'il faut, les écosystèmes qu'il faut. Au niveau de notre secteur privé, les incubateurs, pour permettre à la jeunesse, demain, de créer, de susciter des champions, de laisser éclore leur talent. Et ça s'appelle des incubateurs, des pépinières d'entreprise, où certaines fonctions de gestion seront mutualisées pour que ceux qui travaillent au développement des softwares puissent se concentrer à leur métier. Donnons du métier aux jeunes et encadrons-les, aidons-les via des pépinières d'entreprise pour y arriver. J'avais fait organisé une mission ici de 5 ministres, formation professionnelle, pour qu'ils partent au Québec, qui est un des champions en termes d'incubation d'entreprise, pour qu'on mette en place tout ça. En tout cas, les idées, pour moi, que je porte aujourd'hui, c'est mes idées d'hier. Et j'ai tout fait pour mettre en œuvre, mais les lignes, après on vous ramène sur le cadrage budgétaire. Voilà, c'est ce que je disais encore. D'abord, peut-être la dernière ligne droite avec les questions d'actualité. Juste là, vos chantiers sont vraiment très, très énormes. Mais avec quel financement? Tout en sachant qu'on est dans un pays quand même en voie de développement. Alors, l'argent, ça se cherche. Si nous sommes propriétaires, combien on gagne dans l'or sénégalais aujourd'hui? Des taxes. Vous parlez du président Boun Abdallah Dionne ou du candidat Boun Abdallah Dionne? C'est-à-dire le financement de sa campagne d'abord, avant d'arriver au pouvoir. Voilà, parce que je vous ai entendu dire que vous n'êtes pas un candidat riche, vous n'êtes pas milliardaire. Mais comment vous allez faire pour, voilà... 2000. En 2000, le président Wade, il avait des ressources? Non. Oui, le cœur des Sénégalais. En 2012, le président Macky Sall avait des ressources? Non. Non. Il avait beaucoup d'idées, et il avait le cœur des Sénégalais. Vous savez, quand vous... C'est 25% des Sénégalais au premier tour, donc il a fallu beaucoup de choses. Hein? Non, quand vous avez le cœur des Sénégalais, l'accompagnement vient automatiquement. Il y a des patriotes dans ce pays. Et ces patriotes vont vous appuyer. Et moi, j'ai aujourd'hui des soutiens de plusieurs patriotes. Et c'est bien comme ça. Mais je récuse les lobbies. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit aux réformes que je porte que demain, ça ouvre la voie à des sous-entendus ou des malentendus. Voilà. C'est au nom du Sénégal que nous travaillons. Maintenant, nous allons aborder, si vous me permettez, directeur, un peu de questions d'actualité. On va commencer avec peut-être de la diplomatie et de la géopolitique, avec ce qui se passe au Proche-Orient, avec la crise israélo-palestinienne. Quelle est votre impression par rapport à ça? Si on mettait en place la solution maintes fois réitérée de 2 États, un État palestinien qui vit et un État israélien qui vivent ensemble en paix, on n'aurait pas eu ces escalades. Aujourd'hui, il urge, je pense, pour la diplomatie internationale, de travailler au retour d'abord du statu quo. Pour une fois, je suis pour le statu quo. Le statu quo, la paix, d'abord. Et une fois qu'on a la paix, qu'on aille très vite vers la solution qui est proposée par les Nations Unies depuis très longtemps et qui n'arrive pas, voilà, les 2 États. Et bon, restant dans ce siège-là, comment analysez-vous la diplomatie sénégalaise ces dernières années? La diplomatie sénégalaise, c'est une constante. Vous savez, le Sénégal a des secteurs qu'il ne faut pas toucher. C'est des constantes. Et ces constantes-là, je pense, depuis l'indépendance, il y a des priorités. La priorité numéro 1 du Sénégal, c'est ses voisins,
les États voisins. Il faut savoir que dans le monde, on ne fait la guerre qu'avec ses voisins ou contre ses voisins. Vous ne pouvez pas, ici, le Sénégal ne peut pas se retrouver en position de guerre contre le Zimbabwe. Ce n'est pas un problème de frontières ni de peuple. Voilà. Les voisins, la paix, on la construit d'abord avec ses voisins. Ça, au moins, le président Macky Sall l'a réussi. Mais tous les présidents sénégalais, c'est la priorité numéro 1 de la diplomatie sénégalaise. Les voisins. Senghor avait défini la politique des poupées russes, donc des niveaux qui s'empilent. Le premier niveau, c'est les voisins. Après, il y a une deuxième série de pays qui sont nos partenaires clés sur le long terme. Et après, il y a le reste du monde. Et cela est pratiqué, et c'est pour ça que nous honorons dans le Sénégal est très respecté dans le monde. Et tous les chefs d'État qui sont passés ici ont été extrêmement respectés. Qu'il s'agit du président Senghor, du président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. J'espère demain que si je suis élu président de la République, j'atteindrai, je ferai... Mais là, il y a les invariants de la République. Les invariants, c'est d'abord la diplomatie, c'est l'armée nationale. Ça, c'est vraiment les invariants auxquels nous devons respect. Avec le drapeau national, notre hymne et la souveraineté du peuple. Mais le chef de l'État, le président Macky Sall, autant il a été peut-être décrié sur le plan national, mais il a eu à prendre aussi des positions courageuses sur le plan international. Certains même disent qu'il a des velléités pour diriger les Nations Unies. Est-ce que si vous devenez président de la République, est-ce que vous allez porter sa candidature? Vraiment, je ne veux pas répondre à ce genre de questions. Joker. Je n'ai pas à qualifier. Pour moi, vous dites que le président a été décrié au plan national. Je dis non. Moi, je n'ai pas de problème par rapport au président Macky Sall. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. C'est mon ami, voilà. Mais comme je l'ai dit, on n'a plus de relations ni administratives ni politiques. Voilà. Moi, aujourd'hui, là où je suis, je parle au peuple sénégalais. Et je parle du programme et de la vision de renouvellement et de renouveau. Sa question, peut-être que c'est la dernière phrase de sa question que vous n'avez pas compris. Ce qu'il a dit, c'est que si vous devenez demain président Boun Abdallah Dionne et que le président Macky Sall, est-ce que vous allez présenter sa candidature pour être à l'ONU? Le président est candidat à l'ONU. Voilà, c'était ça sa question. Je suffit sa peine. Attendez d'abord de savoir est-ce qu'il est candidat. Voilà. Maintenant, on a vu aussi, pour revenir aux questions d'actualité. Nous, on souhaite au président Macky Sall une longue vie, faite d'honneur et de paix et de bonne santé. Il ne vous a pas déçu avec ce choix-là? Mais il ne peut pas me décevoir. J'étais au courant du choix, je l'ai dit. Non. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que je porte, moi, comme message pour le futur. Et je vais m'y atteler. Et c'est au nom de ce message et au nom de cette espérance qui grandit de jour en jour, que je vois par les parrainages, que je vois par les soutiens qui se manifestent, que je pense que cette élection va créer l'occasion de bâtir un nouveau leadership pour le Sénégal et je souhaite incarner ce nouveau leadership. Maintenant, on va finir peut-être avec une question d'actualité. C'est la décision de la DGE de ne pas intégrer le candidat de l'ex-Pastef Ousmane Sonko sur les listes électorales, malgré la décision de Ziguinchor. Quel est votre avis par rapport à ça? Alors, je suivais ça, mais j'ai vu que depuis hier, j'ai entendu beaucoup de choses. Et je préférerais également là-dessus garder mon joker. Parce que pour moi, il y a d'abord une question de fond. Ousmane Sonko, ou nous-mêmes, ou tous les candidats qui présentent, en tout cas, les critères pour être candidat doivent l'être. Et c'est au nom justement de ce Sénégal juste que tous les candidats doivent l'être. Aujourd'hui, nous sommes des candidats à la candidature. Après, s'il y a
quand on va passer cette étape, s'il y a également des contraintes fortes d'ordre judiciaire ou d'autres ordres qui s'imposent à quelques candidats à la candidature, dont moi-même, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi faire du combat amdei, combat amuldei? Ça, je ne suis pas d'accord. Il faut, j'ai parlé de réconciliation de la République avec sa jeunesse. Je pense que c'est au nom de cette réconciliation également que nous devons dépasser beaucoup de choses. D'accord. Mais maintenant, pour finir, nous avons, force est de constater que nous avons plusieurs centaines de candidats, monsieur le Premier ministre. En définitive, voilà. Mais et vous, votre vision, en quoi votre vision tranche avec les autres candidatures pour qu'on vous nomme président de la République au soir du 25 février? Ça, c'est des réformes à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats parce que le concept de coalition, on l'a accepté et ça s'est établi. Moi-même, je porte une coalition. Demain, il y aura les intercoalitions qui vont monter en puissance. Est-ce qu'on ne devrait pas dire candidature individuelle, et voici les critères, candidature portée par un parti, et il y a la loi qui existe sur les partis et qui va permettre de rationaliser les partis. Vous allez à une élection, un parti doit obligatoirement à une élection. S'il n'y a pas, sur quelques élections, un décollage, une adhésion du peuple, il y a des contraintes qui vont s'appliquer sur le parti. Donc, il y a une réflexion qui peut être menée et qui vont demain permettre, de manière démocratique, d'avoir ce Sénégal juste, et au nom de ce Sénégal juste, ben, rationaliser toutes ces candidatures, tous azimuts qui s'imposent au débat public et au peuple sénégalais. Merci, monsieur le Premier ministre. À tout seigneur, tout honneur, je laisse le directeur conclure. Merci beaucoup, merci monsieur le Premier ministre. Et on vous souhaite plein succès. Et ça va pas être une promenade de santé. Vous allez commencer à aussi tourner comme tout le monde, non? Oui, mais aujourd'hui, le cap, pour moi, c'est boucler rapidement toutes mes signatures, les faire contrôler et l'avoir derrière moi. Parce que les parrainages, c'est un filtre. Et ce filtre, je n'ai pas de contraintes particulières dessus. J'ai des mouvements et des partis et des coalitions qui me soutiennent. Sans appareil, sans avoir été élu? Non, pas sans appareil. Ah non, attendez. Non, attendez, vous parlez à un ancien Premier ministre pendant 5 ans. J'ai dit le poste le plus politique dans l'administration, c'est justement celui du chef de l'administration, qui est le Premier ministre. Et le poste le plus politique, je l'ai occupé longtemps. Je détiens même un record de cela. Sans base sociale, j'en doute. Non, je suis sénégalais quand même. Comme nous tous. Base politique, j'en doute. Mais Gossas, oui. Tout ce qui brille à Gossas, c'est l'œuvre de Mohamed Dionne. Et il ne faut pas se vanter. Avec d'autres, on a bâti Gossas. Et c'est ce qui continue. Et c'est très bien. Mais moi, j'ai dépassé d'être le député ou le maire de Gossas. Je parle au peuple sénégalais aujourd'hui. Et l'appareil, il existe. Il existe. Moi, on m'a vu ici en un jour récupérer 30 000 parrains à Thiès. Un jour. C'était des parrains 10 000 sur Guédiawaye, d'autres qui existent pour Thiès Nord, et ainsi de suite. Donc, là, en une journée, hier, j'ai reçu 2000 dans la remontée. Actuellement, il y en a qui sont en train de quitter le sud, qui arrivent, pour qu'on les rentre dans l'ordinateur. Vous savez, nous sommes ingénieurs de ce secteur-là, on sait comment faire. Et on a également conduit des listes, etc. Mais ce qui est important, et c'est le message que je voudrais laisser aujourd'hui au peuple sénégalais, c'est qu'on regarde du côté des urgences du pays, du côté des grandes espérances du pays. Et si on a réussi le rattrapage infrastructurel de 2014 à 2019, il nous faut, nous avons identifié des axes de progrès. Et ces axes de progrès, c'est l'impact social des politiques publiques. C'est à consolider et à développer. C'est l'impact
économique des politiques publiques sur le secteur privé national. Il faut que le Sénégal s'approprie son propre appareil de production. Il faut qu'il y ait des réformes, davantage, qu'on passe du Sénégal des projets vers le Sénégal des réformes. Et cela, ça ne s'appelle pas continuité. Parce que les projets, c'est aujourd'hui ce qui continue. Les réformes, c'est à commencer. Et c'est au nom justement de ces réformes que moi, je veux porter un nouveau leadership. Un nouveau leadership pour faire davantage que ce qui a été fait et qui a été fait avec un bon bilan, mais il faut faire davantage. Et c'est cela que j'appelle la progression et le renouvellement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, directeur. C'était tout pour cet entretien spécial. Nous vous donnons rendez-vous pour peut-être d'autres candidats, Inch'Allah.